Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravie de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invitée parolière, auteure, compositrice et interprète française, révélée par sa participation au spectacle musical Un été 44, mais aussi bien sûr représentante de la France au concours de l'Eurovision en 2021 avec sa chanson Voilà, devenue depuis la révélation féminine de l'année lors de la cérémonie des victoires de la musique 2022. Vous l'avez compris, Barbara Pravi vient nous voir aujourd'hui pour son manifeste poétique Lève-toi aux éditions Julliard et c'est l'occasion, comme toujours, de découvrir notre invitée sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Barbara Pravi. Salut. J'ai décidé de démarrer cette émission avec cette chanson, pas parce que c'est la chanson de l'Eurovision qui, pour certains, vous représente, mais parce que voilà qui vous êtes et c'est ce qu'on a envie de savoir aujourd'hui sur l'antenne de Radio J, essayer de décortiquer un petit peu ensemble. Et donc bien sûr, on va parler de votre actualité avec ce manifeste Lève-toi, sorti aux éditions Julliard. On va le faire dans un instant. Mais d'abord, comme je viens de le dire, l'envie de découvrir qui est Barbara Pravi pour qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Barbara Pravi, ou devrais-je dire Barbara Pchevich, parce que je crois que c'est Pievich, c'est comme ça que ça se prononce. Vous êtes née le 10 avril 1993 à Paris. Vous grandissez à Montmartre, aux Abbesses, si c'est bien cela, dans une famille d'artistes, autour de vos parents, français, d'origine serbe de votre père, iranienne de votre mère. Et avant de rentrer dans les profondeurs de qui vous êtes, j'ai envie de dire que l'actualité nous sert depuis hier, parce qu'il y a eu une fusillade dans une école de Belgrade en Serbie, 9 morts, 8 écoliers, une jeune Française parmi les victimes. Le meurtrier n'est autre qu'un élève de 14 ans qui avait planifié visiblement son acte. Et puisque ce manifeste prône l'amour et que ce pays vous tient forcément à cœur, on va le voir dans cette émission, je voulais vous faire réagir. Vous me l'apprenez. Alors j'avoue que je regarde très peu les médias parce que je trouve ça tellement anxiogène et la vie est déjà beaucoup trop difficile, je trouve, pour qu'on en plus en fait on pourrait nous offrir des choses très jolies à voir parce qu'il se passe des choses merveilleuses dans le monde tout le temps et on choisit de nous montrer que les choses horribles, comme si l'humanité était terrible et donc je trouve je l'apprends et j'en suis désolée et je sais pas trop ce que je peux dire parce que faudrait que je me renseigne un peu dessus. Évidemment. Mais bon, non, ce qui est certain, c'est que c'est dramatique, quoi. On va comprendre pourquoi je vous amène par là, parce que c'est triste finalement de voir que si tôt, il y a des prédominants qui avaient des problèmes psychiques aussi. Enfin, je veux dire, a priori, j'en sais rien. Justement, il faudrait que je me renseigne pour savoir. Mais non, en tout cas, ce qui est grave, à mon sens, c'est que ça se fait pas comme ça. C'est-à-dire que surtout, encore un adulte, c'est peut-être plus difficile de déceler des choses dangereuses chez un adulte parce que on a appris à masquer beaucoup. On a un visage. Généralement, les gens ont un visage de société, un visage privé, etc., public, privé, etc. Chez les enfants, c'est moins le cas. Donc peut-être ce qui est grave et un peu terrifiant, c'est de se dire que il aurait dû y avoir des adultes pour déceler un comportement déviant ou dangereux chez ce gamin de 14 ans et aussi se demander le pauvre, en vérité, qu'est-ce qui se passe dans son cœur et dans sa tête pour qu'il en vienne à buter autant de monde. Enfin, c'est un peu flippant quand même. Quel genre d'enfance vous avez eu, vous, Barbara? Alors, je n'ai tué personne, a priori. Non, on parle de l'enfance. Non, j'étais une enfant très en colère, mais j'étais très joyeuse et très révoltée à la fois. Voilà. Pourquoi? Je sais pas, je pense que je comprenais pas trop le monde dans lequel j'évoluais, j'étais pas d'accord avec les règles, il y a beaucoup de choses que je trouvais injustes, beaucoup de choses que j'arrivais pas à comprendre
de liens entre les choses et les gens que j'arrivais pas à comprendre. Et en fait, moi, on me dit, tu dois aller tout droit, c'est comme ça. Le c'est comme ça, je m'en contentais pas du tout. Et toujours pas aujourd'hui. Mais quand on est enfant, on nous impose des choses et on n'a pas trop le droit de poser des questions. Ou alors, quand on en pose, on est un enfant chiant. Ou alors, parfois, les adultes n'ont pas la réponse. Et du coup, ils s'énervent. Enfin, en tout cas, les professeurs, c'était beaucoup comme ça avec moi. Et du coup, j'étais vraiment un peu... j'étais un peu anti-adulte, quoi. On va écouter une chanson qui s'appelle Deda, sur l'antenne, qui parle, Deda, ça veut dire grand-père en serbe. Quelle est l'histoire de votre famille à qui vous avez consacré cette chanson-là, que je trouve merveilleuse d'ailleurs? Merci. Du coup, Deda, c'est une chanson qui parle de mon grand-père et il va avoir 90 ans cette année. On a 60 ans d'écart. Et vous êtes proches? On est hyper proches. Il m'a offert pour mes 30 ans, il m'a offert un olivier centenaire, enfin un olivier de 90 ans en fait, exactement de son âge, et que je l'ai planté dans mon jardin. Du coup, voilà, c'est l'idée de la transmission, quoi. Ça raconte son histoire, c'est-à-dire que c'est un homme qui, du coup, est né à Belgrade, en Serbie, qui, pendant le règne de Tito, a voulu partir. Il a pris un train, il avait pas le droit de partir de son pays, donc il est devenu exilé. Il est arrivé en France. Son idée, c'était d'aller aux États-Unis, donc d'obtenir un visa pour partir aux États-Unis, mais ça mettait énormément de temps. Et entre-temps, il a réussi à s'inscrire en fac de biologie. Il parlait pas un mot de français. Et au bal de décembre, de fin d'année, il a rencontré ma grand-mère en lui mettant... Elle avait perdu sa chaussure sur la piste de danse. Et du coup, pour s'amuser, il a un peu joué à Cendrillon et il a fait essayer les chaussures à toutes les meufs qui étaient assises. Et en fait, évidemment, il savait que c'était à ma grand-mère parce qu'il lui manquait une chaussure. Et en fait, voilà, ils auraient dansé toute la nuit. Et puis, ils ont eu 5 enfants. Et puis plein de petits-enfants dont je fais partie. Votre papa. Exactement. Et voilà, on va parler de votre maman. Votre maman est inspectrice de l'éducation nationale, réserviste. Absolument. Ça veut dire quoi, réserviste? Ça veut dire qu'en fait, elle bosse avec l'armée, elle est très spécialisée en sport et elle s'occupe du devoir de mémoire. Exactement. Donc du coup, elle part régulièrement, par exemple en Pologne et à Auschwitz en fait, et elle va avec les équipes enseignantes. Donc vraiment, c'est pour les enseignants, pour leur permettre ensuite de pouvoir expliquer aux élèves véritablement la Shoah, toute la guerre, tout ce qui s'est passé pendant la guerre. Et dans quel cadre elle fait ça? Elle est en rapport avec le mémorial de la Shoah ou ça n'a rien à voir? Je crois que ça n'a rien à voir. Vous nous apprenez quelque chose de merveilleux. Il faudrait qu'on la reçoive. Elle est incroyable, ma mère. De toute façon, j'ai entendu qu'il y avait Raïm Corsia qui arrivait après. Ils se connaissent très bien. En fait, Raïm Corsia louait un appart au père de ma mère. Donc ils ont grandi ensemble. Donc et ils sont. Enfin, c'est très bizarre. Non, mais racontez-nous cette histoire. Non, mais en gros, donc la famille Traïm louait l'appartement à mes grands-parents. Et donc ma mère a grandi à côté de Traïm, qui était juste un enfant comme un autre, quoi. C'était où? Comme elle. C'était à Meaux. Et donc voilà, ça n'a aucun lien, mais il n'empêche que ma mère, elle est très je sais pas très si important ça a pour pas de elle. lien, justement. Finalement, c'est assez fou. Mais écoutez, voilà, c'est une très belle histoire que vous nous racontez sur l'antenne de Radio J. On parle de votre maman. Est-ce que c'est elle ou peut-être votre grand-père, je ne sais pas, vous allez nous le dire, qui vous a donné le goût de la langue, de la verve, du nationalisme peut-être aussi, je ne sais pas, vous allez nous le dire, du sentiment d'appartenance en tout cas à la nation, parce que c'est ce que j'ai ressenti moi dans ce manifeste. La sensation justement de appartenir à un pays et de revendiquer comme ça une force en étant ensemble, main dans la main. C'est marrant. Alors c'est définitivement pas ma mère parce qu'elle est beaucoup trop lunaire pour ça. On peut la rencontrer, votre maman. Elle est vraiment archi sympa. Non, je pense que j'ai vraiment. Je pense que c'est vraiment. J'ai découvert la littérature un peu toute seule parce que je séchais beaucoup les cours, mais quand même je m'occupais. Donc j'écoutais de la musique. Oui, carrément. Pour moi, ça en aide beaucoup. Et voilà. Et c'est vraiment devenu. Il y a plein de gens qui regardent des séries, par exemple. Moi, j'arrive pas à me concentrer sur une série. Au bout de 10 minutes, je me fais chier. En revanche, bizarrement, quand je lis, je suis happée par les mots. Et depuis très longtemps. Donc ça s'explique pas, c'est comme ça, c'est vraiment des sensibilités, quoi. Et pour ce qui est de la nation, c'est marrant parce que d'un côté, je me sens très française dans ce que c'est beau d'appartenir à une nation, justement. Et d'un autre côté, d'abord, j'ai vraiment beaucoup d'origine. Et surtout, il y a énormément de choses en France que j'aime pas. J'aime pas non plus le mot de nationalisation, parce que, en fait, je trouve que c'est très excluant. Et moi, j'ai l'impression que l'humanité
l'humanité en tant que l'humanité est une forme d'état, quoi, quelque part. C'est-à-dire que ce qu'il y a à l'intérieur des humains, la joie, l'humanité, ce qui nous relie, la foi, la croyance en l'autre, en plein de valeurs éthiques, quoi. Pour moi, c'est ça qui fait valeur de nation humaine. En gros. Et ça relie tous les peuples. Il se trouve que moi, ma langue, c'est le français. Mais peut-être que si j'étais italienne ou polonaise ou lituanienne, enfin, que sais-je, je pense que j'aurais cette même sensation d'appartenir à un peuple qui dépasse de bien loin les frontières qui ont été fabriquées par les humains, en gros. On va progresser vers ça dans cette émission parce que j'ai envie qu'on en parle. Mais d'abord, j'ai envie de savoir, Barbara Pravi, comment, au-delà de l'écriture, pour lequel vous avez un don évident, bien sûr, et que vous aimez, vous avez découvert votre voix. Sous la douche. Tôt? Oui, assez tôt. En fait, je pense que tous les enfants chantent. C'est un peu le truc joyeux des enfants. Et moi, j'ai toujours chanté juste. Ça, c'est sûr. Donc, du coup, oui, tôt. Mais bon, il y a des tonnes d'enfants et de jeunes et d'adultes et même de personnes plus âgées qui chantent juste. Et on n'en fait pas forcément un métier. Donc, moi, je pensais pas du tout que j'allais en faire mon métier. Et pourtant, c'est arrivé. En 2015, à 22 ans, vous signez votre tout premier contrat en maison de disques chez Capitol, qui reste d'ailleurs votre maison. Je viens de changer. Eh ben voilà, je ne le savais pas, mais qui vient en tout cas d'arriver. Ouais. Vous êtes resté très fidèle, en tout cas jusqu'à maintenant, avec cette transition. Et alors, vous enregistrez la version française du générique du film Heidi. C'est amusant parce que, comme il n'y a pas de hasard et que je ne le diffuse pas pour rien, j'y vois moi un parallèle avec l'amour que vous portez à votre grand-père. Puisque Heidi, elle évolue avec son grand-père dans les montagnes, elle s'en sépare, ça lui fait mal. Et je me suis demandé si vous y aviez pensé au moment d'accepter. Ce qui peut ne pas être le cas, mais aujourd'hui, en tout cas, on le voit. C'était pas le cas. Et c'est très juste finalement maintenant que vous le dites. Donc c'est très joli. Je ne sais pas si cette chanson a aidé, mais Valérie Zitoun vous repère, le producteur. Il fait en sorte de vous révéler dans le spectacle musical Un été 44 qu'il produit en 2016. Et on parle de ce rôle de Solange Duhamel. Un extrait. Solange Duhamel. Je suis couturière à Caen. J'ai grandi avec la guerre. Je ne me souviens même plus comment c'était avant. Avant que mon frère Jean ne parte en Angleterre. Avant que mon père et mes cousins ne sortent le soir en douce. Avant, quand je n'avais pas peur. Peur qu'ils ne rentrent pas, qu'ils soient arrêtés, qu'ils soient tués. Avant la guerre, qui nous a fait grandir un peu trop vite. Parfois, je rêve que tout est terminé. Que les Allemands sont partis. Et je peux reprendre mon enfance, là où je l'ai laissée. Et puis, je me réveille, et la guerre est là. Et mon enfance est partie. Forcément, Barbara Pravi, j'ai envie de rebondir. Est-ce que vous avez des points communs avec ce rôle ? Ah ouais, j'avais plein de points communs avec ce rôle. Il a vraiment, là où la personne qui a écrit le script s'appelle Anthony Souchet. C'était un metteur en scène incroyable et il avait vraiment écrit chaque personnage sur les interprètes. Et moi, j'étais une espèce de féministe avant l'heure. Je voulais porter des pantalons. Il y avait un côté très très révolution française un peu quoi. Et en fait j'ai toujours été comme ça. J'étais déléguée à l'école alors que j'allais pas en cours. J'ai toujours été un peu, j'allais dire syndicaliste, mais c'est pas le mot parce que pour moi encore une fois c'est galvaudé syndicaliste. Ça veut dire qu'on veut revendiquer tout et n'importe quoi alors que moi c'était vraiment un truc de j'ai des choses dans le corps et ça a besoin de sortir et c'est vraiment pour une quête de justice quoi. Et d'égalité, d'équité en fait entre les gens, entre les hommes et les femmes, entre n'importe qui, entre tous les humains. Voilà. On va le voir que tous les fils se tissent. Barbara Pravi, après cette expérience dans ce musical, 3 EP, dont le premier, et je vais m'intéresser à ce genre de choses, vous allez voir, en 2017, qui porte votre nom, avec un premier single dévoilé, Pas grandir. Ce titre sort quand vous avez 24 ans, déjà une beauté intemporelle sur le clip, qui ne vous donne pas d'âge. Pourquoi vous ne vouliez pas grandir, Barbara Pravi ? Et peut-être pourquoi vous ne voulez toujours pas grandir ? Si je veux, maintenant, je suis hyper contente. Franchement, j'ai eu 30 ans, j'ai eu mes premières rides au coin des yeux et je les ai nommées. Elle se voit quand je souris. Et je les ai nommées. Non, je suis très contente de grandir, au contraire. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là,
je pense que j'étais encore beaucoup dans l'enfance dans ma tête, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et du coup, c'était vraiment c'était compliqué pour moi d'affronter le monde, quoi. Le monde des adultes, entre millions de guillemets. C'est ça, parce que vous chantez les phrases suivantes, je cite, et puis on apprend que les choses ont un prix. C'est pas devant les écrans que l'on apprend la vie. Je vois bien que quand on est une femme, il faut tout accepter, obéir à plus fort que soi et tout encaisser. Je veux des amants et pas des maîtres, car moi je ne veux pas me soumettre. Barbara Pravi, il y a cette notion de liberté et en fait, oui, de féministe un peu en lutte, peut-être avant l'heure, je ne sais pas, à 24 ans on peut être tout à fait féministe et même plus tôt. Oui, surtout aujourd'hui les femmes et les hommes sont féministes beaucoup plus tôt, mais à cette époque-là c'était pas trop le cas encore. Ouais. Et donc du coup même moi ma réflexion elle était pas du tout construite, c'était plutôt tout était basé sur des sensations et des expériences. Oui. Le fait qu'être adulte c'est tout accepter. Oui, et puis par exemple typiquement sur ces phrases-là, je vois bien que quand on est une femme il faut tout accepter, obéir à plus fort que soi et puis tout encaisser. Ça parle juste de quand j'ai signé chez Capitol à l'époque avec le patron de l'époque, quand il m'a vu arriver, j'avais les cheveux très longs dans le clip qui a fait que j'ai signé et je m'étais rasé la tête ce jour-là et j'arrive et le premier truc qu'on m'a dit le jour de ma signature c'est mais t'es pas bonne en fait, et puis ensuite on m'a mis à ce qu'on appelle au placard, c'est-à-dire que je n'ai pas fait de musique, j'étais signée dans un label qui ne me produisait pas, peut-être parce qu'il voulait mettre quelqu'un d'autre en avant, parce que j'étais pas visuellement la nénette qu'il attendait de recevoir dans son bureau. J'avais des tatouages sur les mains et les cheveux rasés et donc il s'est dit il y a plus de tatouages aujourd'hui. Et il s'est dit et il s'attendait à avoir une petite nénette de 20 ans jolie en mini-jupe avec les cheveux longs et qui dirait oui à tout, quoi. Et en fait c'est malheureux, mais c'est de moins en moins le cas, et vraiment de moins en moins le cas, mais bon, je veux dire, la période des producteurs véreux et dégoûtants elle est pas du tout terminée, quoi. Oui, et c'est dur d'être une femme dans le métier de la musique. Bon, aujourd'hui c'est dur d'être un artiste tout simplement, je pense. Mais oui, de toute façon tout est plus dur quand on est une femme. C'est pas vrai que et malgré les consciences qui changent, malgré évidemment il y a des milliards de changements de société qui sont pour le mieux, mais malgré ça c'est de toute façon plus dur d'être une femme, évidemment. Par la suite, Barbara Pravi, vous allez écrire pour des personnes, vous allez notamment travailler encore une fois pour des jeunes. Vous coécrivez les chansons Bim Bam Toi chantée par Carla. Ensuite il y a une autre chanson qui est J'imagine interprétée par Valentina, qui représente la France au concours Eurovision de la chanson junior. Ça je ne sais pas si les gens le savent vraiment, en tout cas c'est en 2019 et 2020. Ces deux titres cartonnent. Bim Bam Toi c'est repris des millions de fois sur TikTok, c'est le premier TikTok d'or parce que maintenant on parle beaucoup de TikTok, et l'autre arrive en première place du classement de l'Eurovision. Pendant ce temps, le comité de l'Eurovision vous tanne pour vous présenter, mais vous dites pas oui tout de suite. Non, je dis carrément non. Mais en fait, c'est pas du tout mon truc, moi, la télé, l'Eurovision, tout ça. Je dis souvent que si j'avais voulu faire ça, c'est-à-dire être artiste pour être connue, j'aurais sûrement tenté ma chance à The Voice ou des émissions comme ça, mais en fait c'est pas un truc, c'est pas que j'aime pas ces émissions, je trouve qu'elles peuvent être formidables pour plein de gens, pour certains, mais bien sûr, mais moi c'était pas du tout mon endroit et je l'ai toujours su, et de la même manière je pense que l'Eurovision c'était pas mon endroit non plus à la base, seulement il y a eu le Covid, il y a aussi eu la conscience, d'abord je pouvais pas bouffer, j'avais pas d'argent, j'étais serveuse et avant le Covid j'étais encore serveuse, donc il y avait aussi une espèce de réalité de vie, quoi, financière. Il fallait bien que je puisse rien que pouvoir gagner de l'argent suffisamment pour pouvoir aller en studio. Donc on parle d'avoir un salaire normal, quoi, décent. Et je me suis dit là, à un moment donné, Barbara, il faut vraiment se poser les bonnes questions. T'as envie de faire ce métier-là, t'as une occasion incroyable alors que tout est bouché puisque c'est le Covid et puis vous étiez une artiste, mais pas comme on pourrait dire par exemple Lazara aujourd'hui, qui avait déjà vraiment bien démarré, qu'on connaissait entre guillemets. Bien sûr. Là, vous sortez totalement de l'ombre. Ouais, complètement. Ouais. Donc il s'était passé tout ce que vous avez dit, mais c'est des petits événements à des petits moments. Ça avait jamais fait de grandes. Vous étiez connue comme parolière dans le milieu de la musique. Oui, et aussi un petit peu grâce aux Journées de la Femme, parce que j'avais fait des réécritures qui avaient quand même bien marché, mais ça restait assez confidentiel. Ouais. Exactement. Ouais. Je faisais pas de concerts, enfin bon. Donc du coup voilà. Donc du coup j'ai décidé de faire l'Eurovision. Et du coup voilà. Et justement voilà. Vous représentez la France au concours Eurovision de la chanson 2021. C'est à Rotterdam, aux Pays-Bas, avec cette chanson, une prestation que beaucoup qualifient dans le ton de Pia, visualisée par Valérie Zitoun, qui n'avait pas tort, ou même de
Barbara que vous adorez, je crois. Peut-être d'ailleurs que votre prénom vient de là, je ne sais pas. Je crois pas, ils ont tiré au sort. Ils ont tiré au sort. En tout cas, ils avaient forcément mis le prénom dans le plateau. Vous atterrissez en 2e position du podium. Dans quelques jours, ce sera au tour de Lazara qui flirte aussi avec Piaf. Et je me suis demandé si c'était pas un peu du réchauffé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'on s'inspire tous les uns des autres. Et surtout, je lui souhaite beaucoup de courage. Parce qu'en fait, quelle que soit sa chanson, quelle que soit la nana, moi je trouve que c'est une nana assez forte. Déjà, je lui souhaite plein de bien, mais c'est surtout que, en fait, c'est très dur de faire l'Eurovision. Mais c'est ce que j'allais vous demander, Barbara Pravi, parce que Lazara est assez critiquée d'après la pièce pour sa dite attitude de star. Mais bon, si on n'est pas une star, faire l'Eurovision, c'est quand même compliqué. Il faut quand même croire un peu en soi. Après, l'envers du décor, on le connaît pas. Mais l'Eurovision, c'est une grosse pression. C'est l'enfer. Franchement, c'est l'enfer, c'est hyper dur. Moralement, c'est dur. On n'est pas du tout préparé à ça. Peut-être dans les autres pays, ils sont mieux préparés. Mais en France, on n'est pas du tout préparé à ça. C'est jeter... En fait, c'est jeter quelqu'un dans la fosse au lion, quoi, réellement. Et moi, j'ai beaucoup de chance parce que je suis très bien entourée aujourd'hui. Ouais. Et surtout, j'ai beaucoup d'idées, donc j'ai des barrières. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'accepterais jamais de faire. Donc, en fait, c'était clair. Et j'ai menacé plusieurs fois, d'ailleurs, de quitter l'aventure si le concours. Bien sûr, si on ne respectait pas mon intégrité, en fait. Et c'est hyper dur. Ouais, parce que au-dessus de vous, on vous met la pression tout le temps, constamment. Tout le temps. Donc, ça peut s'expliquer finalement ce qui se passe en ce moment pour Lazara, si cette pression est trop forte, le fait que finalement elle dise à bout d'un moment mais non, évidemment, mais c'est ingrat. Moi je me souviens le jour même de l'Eurovision, donc d'abord on est constamment filmé, le jour même je veux aller aux toilettes, il y a un journaliste qui a poussé la porte des toilettes pour rentrer avec moi. J'ai dû lui foutre un coup de pied en lui disant mais dégagez, non mais vous délirez. Donc c'est vraiment c'est Zarbi, quoi. C'est un peu, enfin voilà, c'est de l'entertainment au sens pur. C'est un Big Brother is watching you. Mais pour de vrai, quoi. Donc c'est très spécial et c'est dur de garder la foi, quoi. Franchement, c'est dur. Moi, je me demandais. Après, en plus, moi, c'était en plein Covid, donc on était enfermés dans une chambre d'hôtel, même pas le droit de sortir, on était pucés et tout. Je me demandais tous les jours ce que je foutais là, quoi. Et pourtant, j'étais à la fois extrêmement heureuse et extrêmement consciente de ce que j'allais faire. Je le faisais pour les gens, en fait. Je le faisais pour le public, pour tous les techniciens que j'ai rencontrés là-bas, qui étaient des gens formidables, pour toute l'humanité que j'ai trouvée là-bas. En revanche, le concept même, c'est dingo. Vraiment, c'est chaud. Vraiment. La presse avait été dure avec vous aussi? Non, moi ils avaient été super, mais moi je m'entends très bien avec. J'adore ça. Déjà, c'est vraiment marrant pour moi. C'est trop cool, quoi. C'est comme aller boire un café avec des copains. Donc du coup, moi j'avais eu de la chance, mais en même temps, moi je jouais pas de jeu, tu vois. Lazara, elle a choisi ça d'être un personnage, mais en fait. C'est son choix, c'est vous-même. Bah, absolument. Mais ça, c'est des trucs c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien ou de moins bien. Stromae est un personnage, par exemple. Chacun a son univers. On est bien d'accord. Barbara Pravi. Une dernière question par rapport à l'Eurovision. On va progresser lentement, mais sûrement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous croyez à la réussite de Lazara à l'Eurovision? Ouais, franchement, je lui souhaite. Ça peut changer la vie et ça va lui donner surtout une liberté. Moi, c'est ça que je suis allée chercher en faisant l'Eurovision, c'est d'avoir une liberté, une légitimité. Et donc, je lui souhaite que ça lui apporte ça, parce qu'en fait, c'est ce qu'il y a de plus important en tant que femme artiste tout court, c'est trop important. Mais vous étiez déjà libre, vous, Barbara Pravi? Je me battais pour l'être et je forçais les autres à me laisser ma liberté. Là, après l'Eurovision, j'ai eu moins besoin de forcer. C'est quand même vachement cool. Restez avec nous, on continue cette émission avec Barbara Pravi pour son manifeste Lève-toi. On en parle bien sûr longuement dans un instant, sorti aux éditions Julliard. On poursuit également cette émission avec nos chroniqueurs qui nous rejoignent pour découvrir les goûts culturels de notre invité. Mais tout de suite, le rappel des titres. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre tout de suite. Le rappel des titres avec Alexandra Sénigou. Rebonjour Alexandra. Rebonjour Cyrielle, à la une de l'actualité en France, l'Assemblée nationale a finalement rejeté ce matin le projet de résolution déposé en avril pour assimiler Israël à un état d'apartheid à une très large majorité, 71 voix pour, 199 contre. L'initiative venait du groupe communiste, elle avait été co-signée par une quarantaine de députés de la NUPES. Au chapitre sécuritaire, un nouvel attentat à l'arme blanche a fait un blessé ce matin à Khawara en Judée-Samarie. La victime est un jeune
jeune homme israélien qui a été blessé à l'épaule. Le terroriste palestinien qui l'a poignardé a été neutralisé. C'est une femme et elle aurait été grièvement blessée. Politique, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme judiciaire en Israël. Cette fois-ci, l'accent est mis sur la protestation autour du projet de loi d'exemption visant à dispenser les ultra-orthodoxes de servir dans l'armée. L'actualité en France, le président Emmanuel Macron est à Saintes pour présenter la réforme du lycée professionnel. Il souhaite allonger les périodes de stage en entreprise de 50% et rémunérer les stagiaires. La guerre en Ukraine, la Russie a de nouveau frappé l'Ukraine avec des drones iraniens. 18 drones sur 24 ont été abattus au-dessus de Kiev. Selon des sources ukrainiennes, la capitale a été visée pour la 3e fois en 4 jours. Et merci beaucoup Alexandra Sénigou. On vous retrouve dans 30 minutes à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec Barbara Pravi et mes chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio J. Radio J. Radio J. Steve Nadjar. Bonjour, c'est Steve Nadjar. Je vous attends tous les jeudis soirs à 21h sur Radio J pour Géopolitique le MAG. Avec Alexandre Adler et mes invités, nous commenterons l'actualité internationale pour vous aider à mieux comprendre les enjeux d'un monde qui bouge au Moyen-Orient. Mais pas seulement. Géopolitique le MAG, c'est tous les jeudis à 21h sur Radio J. Radio J. Jacques Fredge, directeur du Mémorial de la Shoah. Créé en avril 1943 dans la clandestinité, le mémorial joue aujourd'hui un rôle majeur dans la collecte, la préservation des archives de la Shoah et dans le travail d'éducation auprès des jeunes générations. Pour préserver l'histoire de l'oubli et des tentatives de falsification, pour éclairer le présent contre les conséquences du racisme et de l'antisémitisme dans l'histoire, pour construire l'avenir, nous avons besoin de vous. Faites un don, merci. 75% de votre don est déductible de votre IFI. Pour plus d'informations, mémorialdelashoah.org. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. Cette semaine, notre dossier spécial, Montrer Israël, vaincre les clichés. L'État juif expliqué aux élus français à la suite de la convention du consistoire. Ils reviennent sous le charme d'Israël. Un entretien avec le président du consistoire, Elie Korchia, les analyses de Jonathan Arfi, Anne-Sophie Sebon-Bekash, Arié Bonsemoun. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Le nouveau magazine Les Dossiers de Chronique Criminelle. Bonjour, c'est Jacques Pradel. Pourquoi des gens ordinaires commettent-ils parfois l'impensable ? Avec ce nouveau magazine, je vous emmène au cœur des plus grandes enquêtes. Récits, décryptages, témoignages. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Le nouveau magazine Les Dossiers de Chronique Criminelle chez votre marchand de journaux. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de nous rejoindre jusqu'à 16h30 avec notre invitée Barbara Pravi pour son manifeste Lève-toi aux éditions Julliard. On va en parler dans un instant, mais dans la progression de votre carrière, Barbara, en 2020, vous sortez un EP qui s'appelle Reviens pour l'hiver et il y a une saga qui se poursuit. J'aimerais qu'on s'y penche en 2021 avec Les Prières. C'est un EP qui se poursuit avec Les Prières Racines qui invite d'autres artistes et puis un troisième EP, Les Prières Guérir. Cette année, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce projet ? Oui, parce que je sens que c'est un projet de cœur. Ouais, c'est trop bien. Enfin, je m'amuse vachement à le faire en tout cas. C'est parti du confinement où j'étais à la campagne et j'étais toute seule et donc le monde était à l'arrêt et je me suis dit comment je vais faire pour continuer de faire de la musique sans dépendre des autres puisque moi j'ai l'habitude de composer et d'écrire avec d'autres gens, j'adore ça et donc je me suis vachement confrontée à moi et à ce que j'étais capable de faire seule et c'est comme ça que sont nées les premières prières et ensuite du coup j'ai adoré faire ça, c'est vraiment mon espace de liberté, je peux en faire. Le deuxième EP est arrivé avant l'Eurovision ou après ? Le deuxième juste après. Juste après. Et le troisième là, il y a quelques mois. Ouais. Voilà. On est en train d'écouter un titre, Prière pour soi. Est-ce que vous priez beaucoup, Barbara Pravi ? Beaucoup. Mais bon, après, c'est des trucs très perso, donc, je veux dire, c'est un chemin entre soi et soi, quoi. Donc, ouais. Mais vous êtes croyante ? Je suis très croyante et je suis très connectée, quoi. Enfin, c'est important pour moi, en tout cas, ça me guide. On va comprendre assez bien les périodes de votre vie. Un premier album,
récemment qui s'appelle On n'enferme pas les oiseaux. Récemment, c'était il y a 2 ans maintenant. Il y a 2 ans, c'est vrai. C'était en 2021. J'ai l'impression qu'il est tout récent. Moi, je sais pas pourquoi. À l'image de Voilà, que vous avez coécrit avec Iggy, vous assurez évidemment l'écriture de tous vos textes, en grande partie autobiographiques. Et j'aimerais revenir sur une autre chanson qui s'appelle Cher. C'est une chanson sur l'avortement. Vous l'avez dit dans la presse. Vous y avez été confronté. De but en blanc et au regard de votre histoire, et parce que j'essaye de faire des parallèles entre chaque chose et tisser une toile, est-ce que vous avez décidé aussi de sortir une chanson sur ce thème, et est-ce aussi parce que cette éducation en France, cette autorisation qu'on a, qui n'est pas autorisée partout, qui ne l'est pas par exemple en Iran, où c'est aussi vos origines justement, est-ce que le fait de l'affronter, de l'assumer dans une chanson comme celle-ci, un peu en porte-voix, vous le faites parce que vous n'auriez pas pu le faire si vous étiez dans un autre pays, et c'est vos origines? Ça, c'est ce qu'on se dit après, mais sur le moment, c'est ce que je me dis maintenant, même au moment où c'est sorti il y a 3 ou 4 ans, je me disais pas du tout ça. Moi, à la base, en tout cas, quand je fais ce genre de chansons-là, qui sont des témoignages, c'est vraiment parce que c'est à la base pour moi. C'est-à-dire que moi, cette chanson m'a vraiment aidé à guérir, et je me suis rendu compte après, parce que je l'ai quand même beaucoup chantée sur scène, de l'impact qu'elle avait à chaque fois que je l'ai chantée, 120 fois, ça me faisait le même effet, et ça fait le même effet aux gens qui l'entendent. Donc il y a quelque chose de vraiment, c'est de la catharsis en fait, pour les gens et pour moi. Donc c'est vraiment dingue. Et après, bien sûr que si on parle de ce qui se passe en Iran, mais pas qu'en Iran, à peu près dans tous les pays du monde où les paroles sont muselées, que ce soit pour les femmes, pour les homosexuels, parfois pour les hommes, enfin je veux dire pour n'importe qui n'a pas le droit de parole, je crois que n'importe quel humain dans les pays plus libre qui prend la parole, quelle que soit cette parole, c'est déjà une parole qui est politique, c'est déjà une parole qui a de l'importance, parce que dans des pays frontaliers parfois, ou dans des pays pas très loin finalement, comme en Iran, les femmes et certaines autres personnes n'ont pas le droit de parler. Donc c'est politique, quoi, vraiment. Moi, j'ai lu ce manifeste Lève-toi, je vous avoue que j'ai beaucoup pensé à l'Iran. Je ne sais pas pourquoi, mais vous allez me dire si c'est moi qui me trompe ou si c'était en toile de fond, en vous ou pas. Mais il y a eu, Lève-toi foule. Lève-toi fou. Je l'ai eu au moment de ce texte. J'ai pensé il m'est arrivé au moment de la guerre en Ukraine. Donc l'Iran, c'est arrivé beaucoup plus tard, et tout était déjà terminé dans ce bouquin, les illustrations, tout au moment de l'Iran. Mais évidemment que ça a une résonance, mais c'est dramatique en fait, le fait que ça ait une résonance, parce que ce qui se passe en Iran, c'est complètement hors norme, quoi. Et en même temps, il y a une forme de, j'en ai beaucoup parlé. Parce que j'ai chanté pour au Châtelet et au Trianon pour l'Iran justement. Et qu'est-ce que vous avez chanté? J'ai chanté Lève-toi. On est en train d'écouter. Et il y a une forme de magie dans ce qui se passe là-bas. C'est-à-dire que c'est tellement grave la répression que maintenant dans la rue, les hommes et les femmes ensemble s'allient et ils sont prêts à perdre la vie pour défendre, pour demander leur liberté et pour espérer que des gens qui ne soient pas forcément leurs enfants, qui soient leur peuple en fait, quels que soient les gens de ce peuple, leur futur soit libre. C'est incroyable. C'est-à-dire que c'est ne plus avoir d'ego au point d'accepter de mourir pour sa patrie. C'est sensationnel. Ouais. C'est pas arrivé chez nous depuis la Révolution française, quoi. Et c'est ce à quoi vous appelez finalement, je pense, Barbara Pravi. Quand on écoute les paroles qu'on est en train d'écouter, vous dites lève-toi foule, ne regarde pas le monde qui s'écroule sans rien faire, en pensant qu'à ta gueule, sans bouger, sans t'armer de conscience, ne laisse pas t'installer la violence, le rejet de l'autre et l'ignorance, que nos voix ensemble se soulèvent et nos mains unies enfin nous révèlent. Je crois que dès le début, en fait, il y a tout. Bien sûr. Alors après, ce qui se passe en Iran, c'est violent. Moi, j'appelle pas du tout à la violence et j'appellerai jamais à ça. C'est plutôt réveiller sa conscience, quoi. Je crois que, encore une fois, si on était conscient des humains qu'on a en face et de la similarité du fait qu'on est vraiment fait pareil et qu'on n'est pas grand chose, quoi. Et ben peut-être qu'on aurait moins envie de se faire du mal. Peut-être qu'on respecterait vraiment ce truc qui dit qu'il faut faire à l'autre ce qu'on veut pour soi. Ça a l'air débile, mais en fait ça l'est pas du tout, quoi. Barbara Pravi, est-ce que vous pensez, pas pourquoi je vous pose cette question, peut-être aussi parce que j'ai appris à vous connaître tout du long, est-ce que les femmes sont actrices de ce changement? Est-ce que c'est à nous de faire notre première révolution pour embarquer les hommes avec nous, ou on doit le faire ensemble?
Non, je pense qu'on doit le faire ensemble. Je pense que c'est vraiment... Enfin, après, j'aimerais bien avoir des visions sur le futur, mais j'ai l'impression que c'est... Non, au contraire, je trouve ça très fatigant. De plus en plus, on essaye de tout mettre dans des boîtes. Les hommes, les femmes, on met les homosexuels de côté, on met tout de côté. Pour moi, il y a quelque chose qui réunit l'humanité entière. C'est quoi ? Mais c'est une espèce de conscience d'être humain, d'exister, de l'autre. Enfin, je sais pas, c'est dur à expliquer, quoi, mais c'est... La conscience de vivre dans un monde, on n'est rien, quoi. On n'est rien et on est tous rien, alors autant être rien ensemble. Et dans ce manifeste, vous dites l'amour n'est pas qu'un joli mot, l'amour est plus puissant que tout, l'amour se donne par tout le corps, l'amour se donne dans toutes les langues, il n'a ni frontières, ni couleurs, ni odeur, ni violence, ni loi. L'amour est ce qu'il restera. Tout ce que les mondes nous lèguent, l'amour est la racine, l'amour est la sève, l'amour est la réponse, l'amour est le poème qui défiera le temps, qui unira l'humain, qui enterrera les guerres, qui fera sourire les durs, tenir les malheureuses et résister les flammes. Lève-toi foule pour l'amour, lève-toi foule, je t'aime. Cette foule à qui vous demandez de vous lever, est-ce que vous avez un message à lui dire aujourd'hui, outre le fait qu'il faille s'aimer, parce qu'on sait que parfois l'amour ça ne suffit pas malheureusement et dans toutes les situations de la vie, pour que justement les états d'esprit, les consciences se disent qu'aujourd'hui il faut changer, il faut retrouver peut-être des valeurs, il faut s'apprécier les uns les autres, il faut se respecter. Oui, c'est un peu complexe parce que je pense qu'il y aurait 1000 choses à dire et à faire, mais je pense qu'il faut commencer par avoir beaucoup de douceur envers soi et avoir beaucoup de douceur envers les gens qu'on croise au quotidien, si on veut commencer par quelque chose, à mon sens. On va poursuivre cette émission avec vous, Barbara Pravi. On va découvrir toute la culture du moment ou d'avant selon vos goûts et on part au théâtre. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur! Olé! 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 Et tout de suite, on part au théâtre avec Emma Scali qui est avec nous par téléphone aujourd'hui. Bonjour Emma. Bonjour Cyrielle. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de poupées persanes, je crois. Tout à fait. Bonjour Barbara Pravi. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, oui, je voulais, Barbara, vous parler d'un spectacle qui s'est joué à guichet fermé 2 saisons de suite dans le Off à Avignon et qui vient de recevoir 2 Molières, dont celui de l'autrice francophone vivante. Il s'agit des poupées persanes de Aïda. Tout à fait. Vous la connaissez ? Je la connais un peu, ouais. J'ai pas vu la pièce malheureusement. J'avais très envie d'aller la voir, mais je connais un petit peu Aïda, ouais. Eh bien, vous pourrez aller la voir en fait à la rentrée à Paris parce que ça va être repris au théâtre de la Pépinière à la rentrée prochaine. Donc la mise en scène, elle est de Régis Ballet, donc avec Aïda Asgharbadeh, mais également Camélie Fier, Aziz Kabouche, Toufan Malouferi, Sylvain Mosso et Ariane Mourier. Alors Emma, est-ce que vous pouvez bien sûr nous dire en quelques mots quelle est l'intrigue de la pièce ? On va savoir. Mais bien sûr. Alors, dès le début de la pièce, en fait, on entre dans le territoire du conte, des récits que l'on se transmet de génération en génération. Puis on plonge de plein pied dans un voyage à 2 vitesses qui confronte 2 époques et 2 pays. L'Iran, dont vous parliez tout à l'heure, mais des années 70 cette fois, et la France à l'aube de l'an 2000. Habilement construite, en fait, l'intrigue fait dialoguer les époques et les situations. Entre le passage au prochain millénaire dans un chalet d'Avoriaz, où une curieuse famille recomposée découvre la neige, la fondue et les joies du dance floor, et les aventures de 4 jeunes étudiants qui inventent l'amour entre mathématiques, musique et poésie, rien de commun en apparence, et pourtant d'une scène à l'autre. On passe d'un pays à l'autre, d'une époque à une autre. Les décors mobiles participent à la fluidité des enchaînements et le récit nous entraîne peu à peu dans les zones de turbulence de l'histoire, la grande histoire, entre la chute du Shah d'Iran et l'arrivée au pouvoir du régime islamique, et la petite histoire. Parce que de péripéties en aventure s'entrelacent peu à peu 2 récits qui dévoilent une histoire familiale, enfouie sous les silences et les non-dits, sous la souffrance et les déchirements. Or, ces 2 histoires, la petite et la grande, s'emboîtent selon le principe des matrioshkas, ces petites poupées russes, d'où le titre de la pièce. Chacune s'ouvre pour en découvrir une nouvelle, jusqu'à la tragédie la plus cruelle enfermée dans le cœur et le ventre de la mère, dont l'amour et la mémoire servent de lien entre les étapes du récit, un récit en fait qui nous emmène
sur des territoires émotionnels puissants. Ah là, vous nous avez donné quelques infos. Alors, on imagine bien, Emma Scali, que les larmes vont être un peu versées. Oh oui, les larmes vont être versées. Vous avez raison, Cyrielle. Et en même temps, on rit. On rit aussi devant nombre de scènes qui sont très très drôles et qui sont nées sous la plume pleine de vie d'Aïda, dont on parlait tout à l'heure, une plume qui est trempée dans un passé familial douloureux, mais qui est rehaussée d'humour, de vitalité et de l'ardeur qu'elle a à créer des histoires qui prennent au trip, en fait, en mêlant romantisme et épopée. Tout ce que je dirais, tous l'ont déjà compté, dit Ferdowski, qui est un texte dans le Chalamet, le livre des rois qui recueille les contes de la mythologie iranienne pour retracer l'histoire de la Perse. En fait, l'autrice des Poupées persanes fait de même. Elle narre la colère, la lutte, la défaite, l'exil, les amours perdus et retrouvés, ainsi que l'universel d'une souffrance partout reconduite et jamais tarie. Mais elle le dit avec une originalité dramaturgique et une émotion qui sont remarquables. En fait, ce spectacle, il est déchirant, mais c'est un spectacle de la vie, des vies qui basculent au gré des bouleversements politiques ou des révolutions intérieures, mais de la vie quand même. La pièce évite les écueils du pathos, elle offre par la comédie des respirations qui sont indispensables au bon déroulement de l'action et du drame. Et en fait, l'équilibre est partout remarquable, notamment grâce aux comédiens qui sont extraordinaires et qui réussissent avec brio à nous faire passer du rire aux larmes, tandis que la mise en scène joue d'invention ludique et fantaisiste pour souligner une réalité qui est, ma foi, terriblement angoissante. Merci beaucoup Emma Scali. Alors je rappelle que les Poupées persanes viennent de recevoir 2 Molières, vous nous l'avez confié et puis on l'a vu bien sûr. Le spectacle se joue actuellement en tournée dans toute la France. Il sera de nouveau programmé à Paris à la rentrée prochaine. Ce sera au théâtre La Pépinière du mardi au samedi à 21h. L'occasion d'y aller peut-être avec Barbara Pravi. Et vous Emma, vous avez en préparation pour la saison prochaine une pièce de théâtre, un seul en scène. Et pour retrouver toute votre actualité bien sûr de comédienne et d'autrice, on peut aller sur votre Instagram qui est Emma Scali officielle. Merci Emma. Merci beaucoup Cyrielle. Merci. Et merci à vous. Merci beaucoup. Allez tout de suite la chronique émotion de Nicolas Rafal. L'émotion de Nicolas Rafal. Radio J. Bonjour Nicolas. Bonjour Cyrielle, bonjour Barbara Pravi. Bonjour. Eh bien dans cette chronique dans laquelle on se balade au gré de vos goûts culturels afin de découvrir voilà qui vous êtes. Tout d'abord en musique, ça vous va ? Beaucoup de propositions assez variées, on va écouter des petits bouts, on entre dans votre playlist. Voici votre premier choix que nos auditeurs vont certainement, tout comme moi, découvrir. Temples, dernier album Exotico. Quatrième album de ce groupe anglais, groupe de rock psychédélique indépendant britannique formé en 2012, qualifié par Noel Gallagher d'Oasis, c'est pas rien, de meilleur groupe au Royaume-Uni. James Edward Bagshaw et Thomas Edison Wormsley. Il faut noter que c'est un groupe produit par un certain Sean Lennon. Ça me dit quelque chose. Deuxième choix musical, Nicolas. Alors oui, comme on picore aujourd'hui les choix musicaux de Barbara Pravi, voici Oiseau de Bertrand Belin. Ah, incroyable. Je survolerai les villes, je survolerai les campagnes, les parkings. Bertrand Belin, auteur, compositeur, interprète, 53 ans, pas très connu du grand public, dont les influences vont de Gainsbourg à Gérard Manset en passant par Bachung peut-être, c'est vrai que il y a un petit truc, c'est vrai. Il y a un gros truc, moi je trouve. Et qui essaye dans son travail de réduire le nombre de mots pour ne finir qu'à ne mettre plus que les essentiels. Folk gracieuse, nourrie des longues balades belles et pluvieuses du bord de mer vers Quiberon, un artiste qui cisèle les mots et que vous nous faites découvrir, j'imagine, pour une grande partie d'entre nous. Un dernier tour dans votre playlist Barbara Pravi, Nicolas. On y va. Homme de Colline Rio, c'est parti. Eh ben oui, Benjamin, il a dit... On va le diffuser. De toute façon, c'est court aujourd'hui. On a le temps, c'est des passages, des parties assez courtes. Parlez-nous de Colline Rio, une artiste que vous aimez beaucoup. Je l'aime beaucoup. Alors, cette chanson est magnifique et tout son disque est magnifique et c'est une fille très touchante. Je sais pas ce qu'elle a. À chaque fois que j'entends sa voix, j'ai envie de chialer. Elle a une émotion, mais très
très à vif et je me demande comment elle fait pour vivre dans ce monde. Et la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, que je lui ai dit que j'étais dans mon potager, elle m'a dit tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui, je suis allée voir des chèvres parce que j'avais besoin de caresser de la nature. Elle a bien Sauf qu'elle raison. habite à Paris, donc elle a dû, je sais pas où elle a trouvé des chèvres, mais bref, c'est une fille géniale, son album est sensationnel et je vous recommande d'aller la voir en concert. Elle a fait quelques-unes de mes premières parties, elle est géniale. Colline Rio. Colline Rio avec Homme, elle vient de Nantes, elle a comme influence Barbara, normal, le classique, venant de Nantes évidemment, Gainsbourg, Higelin. Est-ce qu'on écoute juste 5 secondes de Colline Rio, on a le temps ou pas? S'il vous plaît. Juste 5 secondes, on a mis le feu en régie là. Homme, tu es piégé par le diktat d'une même pensée. Voilà, vous aurez le temps de découvrir des chansons à texte vraiment très très bien ficelées, je trouve. Côté livre, les goûts de Barbara. Alors, vos deux choix, m'enchantent. En musique, avec deux autrices de livres, vous allez comprendre dans un petit instant pourquoi. Pull Marine, j'ai touché le fond de la piscine, d'Adjani en fond sonore, avec le premier d'entre vos deux choix, Non, N-O-M, de Constance Debré, paru chez Flammarion. Constance Debré... Et il y aura après La chair est triste d'Ovidie. Parlons d'abord de Non, paru l'année dernière chez Flammarion, autrice impeccable et fille charmante. Je la connais bien puisque je l'ai rencontrée une fois. Évidemment, Debré, un nom de l'histoire de la politique française, petite fille de Michel, ancien Premier ministre du général de Gaulle, nièce de Jean-Louis et de Bernard, ancien ministre, fille enfin de François, journaliste, et de Maïlis, mannequin. Peut-on échapper à son patronyme, à son patrimoine, à son enfance, aux appartements bourgeois et aux incessants rappels de l'hérédité? Le style de Constance Debré est comme son physique. Cette ancienne avocate, grande de taille, est aussi émaciée que son style est essoré de toute mélancolie, presque de toute tendresse. Elle quitte mari, boulot, argent, cheveux. Elle a une boule presque à zéro et tout le tintouin. Elle réussit tout de même à voir son fils de temps à autre pour vivre d'amour et de rencontres féminines dans des petits apparts que ses amis lui prêtent. Elle va nager tous les jours, on arrive à la chanson d'Adjani, pour se laver de cette vie, ce passé qui lui colle au basque, et elle aligne les longueurs comme les romans. C'est pur, net, précis, sans affect débordant, un style qu'on pourrait qualifier de sec, mais qui vous brasse le cœur. L'écriture de Constance Debré, c'est du chlore jeté dans l'eau croupie de l'existence. Constance Debré s'interroge, sur ce nom qui lui a longtemps collé à la peau. Vous, Barbara, nom de famille Pravi, parent d'origine serbe et iranienne, nom de famille Pievitch, oui. Dérivé de Prava, signifiant authentique, Pravda en russe, la vérité, l'origine et la résonance des noms ne doit pas vous laisser insensible. Non, c'est sûr, et puis non, mais c'est vraiment une écriture très 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 particulière. J'avais pas lu un truc comme ça depuis longtemps. Elle a sorti un nouveau bouquin qui s'appelle Offense, et j'aimerais bien le lire, je l'ai pas lu encore, donc lisons-le. C'est l'occasion de tenter. Et donc un deuxième livre qui vous a plu, dont on connaît l'engagement et le souci du droit des femmes, c'est vous, Barbara Pravi, et donc ce livre, La chair est triste, hélas. Oui, La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Fuir, là-bas fuir, je sens que des oiseaux sont ivres. Les vers de Mallarmé dans Brise Marine, bien sûr, et c'est le titre de ce livre d'Ovidie paru chez Julliard dans la collection Fauteuse de troubles, éditrice Vanessa Springora. Vous vous souvenez de son livre Le consentement, dans lequel elle racontait l'histoire de ses 14 ans et de ses relations avec Gabriel Matzneff. Dans ce livre d'Ovidie, il n'est pas question de fuir, mais plutôt d'arrêter. Grève de la sexualité, 4 années, ras-le-bol, nourri de colère, mais aussi et surtout d'humour. Mais pas de leçon, aucun manifeste, juste un récit, une expérience intime. Qu'est-ce qu'être une femme aujourd'hui en 2023 dans les rapports qu'elles entretiennent à la sexualité? Cette ancienne actrice du cinéma X, il y a une vingtaine d'années, reconvertie dans le documentaire, le podcast et ici le livre, est peut-être bien placée en tant que spécialiste de l'intime et du rapport au corps pour savoir de quoi elle parle quand elle s'exprime sur la phallocratie des métiers du cinéma pornographique et sur le sentiment de prédominance d'une performativité d'un sexe sur l'autre. Je cite Ovidie, à tous ces sacrifices pour rester coté à l'Argus, à toute cette mascarade destinée à attirer le chaland ou à maintenir le désir après des années de vie commune, cette servitude volontaire à laquelle se soumettent les femmes hétérosexuelles pour si peu de plaisir en retour, sans doute par peur d'être abandonnées une fois fripées comme ces vieilles filles qu'on regarde avec pitié. Un jour, j'ai arrêté le sexe avec les hommes. Plutôt pas mal écrit quand même. Dur aussi. Dur, ouais. Ouais, un peu dur.
Ouais, moi, j'aime beaucoup Horry dans ce bouquin parce que je suis quasiment d'accord avec rien. Mais par contre, c'est ça qui est génial. Voilà, c'est qu'en fait, ça permet de former sa pensée. En même temps, c'est extrêmement bien écrit. En même temps, c'est un témoignage. Donc, c'est l'expérience de cette femme-là, de son regard qui est juste, puisqu'en fait, c'est vraiment des choses qu'elle a vécues. Donc c'est absolument juste. Moi, c'est pas ma façon à moi de vivre la féminité et même l'amour, mais c'est tellement intéressant justement de pouvoir confronter. C'est en même temps tellement bien écrit que c'est vraiment intéressant, drôle, et ça fait quand même se poser beaucoup de questions qui sont importantes de se poser, quoi qu'il advienne. Donc moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je l'ai lu très facilement. Affûter sa pensée. Ouais, complètement. Côté cinéma. Un coup de poing, Disco Boy, dont on écoute la musique, un film sorti en salle hier, je crois, oui, c'est même sûr, et que notre invitée, Barbara, a particulièrement apprécié. Premier long de l'italien Giacomo Abruzzese, qui, comme son nom l'indique, doit, à mon avis, venir des Abruzzes, au bord de l'Adriatique, au-dessus du talon de la botte, donc, et qui a mis 10 ans à le monter. Synopsis: pour fuir sa Biélorussie natale, Alexei rejoint la Légion étrangère et est envoyé en mission dans le delta du Niger. Il y fait la rencontre d'un jeune révolutionnaire, Jomo, qui tente de s'opposer aux compagnies pétrolières qui ont ravagé son village, mais rêve également d'être danseur, d'où le titre du film. Un mot sur ce delta du Niger, sur la côte atlantique de l'Afrique, ravagée par le déversement permanent des hydrocarbures dans le sol et le fleuve. Plus aucun poisson dans le lac, une mainmise des compagnies pétrolières qui forent tout du long. Il n'y a plus aucune place disponible jusqu'à 1500 mètres en dessous du sol dans le détroit, où la presque seule activité pour les pêcheurs consiste à pêcher du sable pour 3 € le bateau rempli, pour le revendre ensuite aux entreprises de construction, et où les gangs font régner la terreur en kidnappant les salariés de Total et de Shell en demandant des rançons. Bref, un endroit où il ne fait pas bon vivre. On appelle cela la malédiction de l'or noir. Film au climat de guerre, sorte d'état du monde peu reluisant, colonialisme économique, visuellement somptueux, musique hypnotique qu'on entend en fond sonore, la danse, l'expression des corps sont peut-être, quand le monde vacille, le seul point de convergence, de partage. Et surtout, il y a Franz Rogowski, l'acteur allemand qui joue le soldat de la Légion étrangère et qui vaut, si tant est qu'on aime le militaire au tablier et à la barbe de la Légion étrangère, son pesant non pas de cacahuètes, mais de pétrole. Merci beaucoup, Nicolas Rafal. Vous l'avez vu? Je l'ai vu hier et j'ai beaucoup aimé. Visuellement, c'est vrai que c'est sublime. C'est une grande leçon de cinéma, quoi. La musique est de Vitalik et c'est vraiment assez sensationnel parce que c'est très étonnant sur ces images-là. C'est presque dissonant et c'est ça qui est sublime. Il est vraiment très fort. Enfin, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et que j'aime beaucoup. Et alors, à mon goût, il y a un tout petit truc de scénario où on comprend pas toujours tout, mais c'est rattrapé par la beauté des images et par la poésie. Il y a beaucoup de poésie. Allez voir ce film au cinéma en ce moment, Disco Boy, disponible depuis hier. Vous restez encore avec nous sur Radio J. Dans un instant, on poursuit cette émission avec le coup de fourchette de Sam Bérébi, la séquence tac au tac évidemment, le coup de cœur du jour aujourd'hui qui a des points communs avec notre invité. On a choisi quelqu'un sur mesure et puis notre experte Judith Cohen-Solal pour le portrait évidemment, mais tout de suite le journal dans un instant. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Depuis plus de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant tout ou partie de votre patrimoine, vous participerez au projet sioniste et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion le KKL et demandez Linda. KKL 01 42 86 88 88 et sur le site kkl.fr. L'association d'amitié et entraide franco-marocaine, sous l'égide du Conseil des communautés juives du Val-de-Marne, vous emmène au Maroc du 7 au 14 juin. Marrakech, Essaouira, Meknès, Rabat. Pèlerinage, Iloula de Rabbi Yehuda Ben Attar Hafez le 7 juin, Shabbat plein à Casablanca. Le prix, 1650 € par personne, tout compris. Hébergement en hôtel 5 étoiles, vol, visite, repas cachers sous le contrôle du Beddin de Casablanca. Réservation 06 19 70 00 87. Victor Vince, directeur général du MDA France. La campagne IFI est d'une importance
capital pour nos secouristes. Ils ont besoin de matériel médical, de véhicules médicalisés et d'équipements qui les protègent lors de leurs interventions. Faites votre don au MDA France et bénéficiez d'une déduction fiscale à hauteur de 75% sur votre impôt. Soyez les partenaires du Magen David Adom. Pour vous accompagner dans votre démarche, mda-france.org ou 01 43 87 49 02. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Alexandra Sénégo. Bonjour Alexandra. Bonjour, c'est égal à la une de l'actualité en France. L'Assemblée nationale a finalement rejeté ce matin le projet de résolution déposé en avril pour assimiler Israël à un état d'apartheid à une très large majorité, 71 pour 199 contre. L'initiative venait du groupe communiste. Elle avait été co-signée par une quarantaine de députés de la NUPES. La députée Renaissance Aurore Berger s'est farouchement opposée à ce projet de loi dans une prise de parole devant l'hémicycle ce matin. Pourquoi une telle obsession? Pourquoi toujours Israël? Pourquoi pas la Chine? Pourquoi pas la situation des Ouïghours? Pourquoi pas la Syrie? Pourquoi pas le Yémen? Pourquoi pas l'Iran? Pourquoi sur plus de 200 États, encore et toujours Israël? Alors oui, nous sommes clairs. Oui à une solution à 2 États souverains et démocratiques. Oui à la sécurité de l'État d'Israël. Oui à l'amitié entre nos 2 pays et nos 2 peuples. La députée Renaissance Aurore Berger. En Israël, un nouvel attentat à l'arme blanche a fait un blessé ce matin à Hawara en Judée-Samarie. La victime est un jeune homme israélien qui a été blessé à l'épaule. La terroriste palestinienne qui l'a poignardé a été neutralisée. Une attaque qui est survenue quelques heures après que les forces de sécurité israéliennes aient abattu les terroristes responsables de la mort de la famille dite tuée dans la vallée du Jourdain le mois dernier. Au gouvernement, on veut aussi frapper fort contre le terrorisme. Le ministre des Finances Bezalel Smotrich a décidé de saisir des taxes de l'autorité palestinienne pour les transférer aux victimes du terrorisme. Un montant de 3,2 millions de shekels des fonds destinés au départ à l'autorité palestinienne seront finalement envoyés à des familles de victimes du terrorisme. Au chapitre politique, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme judiciaire en Israël. Cette fois-ci, l'accent est mis sur la protestation autour du projet de loi visant à dispenser les ultra-orthodoxes de servir dans l'armée. Et des manifestations ont eu lieu devant la résidence du président à Jérusalem ainsi qu'au domicile des ministres et d'un grand rabbin ultra-orthodoxe à Bnei Brak. Plusieurs manifestants ont d'ailleurs déjà été arrêtés à Tel Aviv et Haïfa. Diplomatie, le ministre de la Défense Yoav Gallant est en visite en Grèce. Il a confié à son homologue grec que l'Iran a assez d'uranium pour fabriquer 5 bombes nucléaires. Yoav Gallant qui a ajouté qu'Israël ne permettra pas à l'Iran de poursuivre ses tentatives de construction d'un bastion en Syrie. L'actualité en France, le président Emmanuel Macron est à Saintes pour présenter la réforme du lycée professionnel. Le courant a d'ailleurs été coupé dans l'établissement où il s'est rendu, coupure revendiquée par la CGT Enedis. Mais un groupe électrogène a finalement pris le relais pour sonoriser son discours ce midi. Emmanuel Macron qui souhaite allonger les périodes de stage en entreprise et de 50% et rémunérer les stagiaires. Le président de la République, Emmanuel Macron. Les élèves seront d'autant plus motivés qu'ils auront une indemnité de stage progressive. Et je crois que c'est assez juste et que c'est cohérent et que ça valorise aussi pour les élèves et leurs familles cet engagement. 50 € par semaine en première année de CAP et de seconde, 75 € par semaine en deuxième année de CAP et en première, et 100 € par semaine en terminale. Et cette indemnité de stage, c'est à la fois une mesure de justice et de mérite. Le président de la République, Emmanuel Macron. On termine ce journal avec un mot de la guerre en Ukraine. La Russie a de nouveau frappé l'Ukraine avec des drones iraniens. 18 drones sur 24 ont été abattus au-dessus de Kiev. Selon des sources ukrainiennes, la capitale a été visée pour la 3e fois en seulement 4 jours. Côté diplomatie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est en ce moment aux Pays-Bas. Il visite la Cour pénale internationale dont le président a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour crimes de guerre présumés lors de l'invasion. Et merci beaucoup Alexandra Sénigo. On vous retrouve demain à partir de 14h sur l'antenne de Radio J. En attendant, la suite de notre émission dans un instant avec mon invitée Barbara Pravi sur Radio J. Radio.
Radio J. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Léa Moscona. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités de 6h à 10h au menu politique, culture, société, santé, judaïsme et histoire. On est dans l'air du temps tous les matins de 6h à 10h. Radio J. Et si vous vous laissiez surprendre par vos prochaines vacances ? Embarquez avec MSC Croisières pour un voyage inoubliable de 11 nuits vers Israël et découvrez Haïfa et Jérusalem en passant par l'Italie, la Grèce et Chypre. Profitez vite de nos offres à partir de 849 € par personne. Conditions en agence de voyage ou sur msccroisières.fr. MSC Croisières, découvrez le futur de la croisière. Le nouveau magazine Les dossiers de chronique criminelle. Bonjour, c'est Jacques Pradel. Pourquoi des gens ordinaires commettent-ils parfois l'impensable ? Avec ce nouveau magazine, je vous emmène au cœur des plus grandes enquêtes. Récits, décryptages, témoignages. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Le nouveau magazine Les dossiers de chronique criminelle chez votre marchand de journaux. Montez le son. Vous écoutez Radio J. Radio J. C'est uniquement sur Radio J. La journée s'annonce bien, vous écoutez Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de nous rejoindre si c'est le cas. Il fait chaud, oui, on est bien d'accord. Il fait très chaud dans ce studio. Merci beaucoup de votre fidélité avec notre invitée aujourd'hui, Barbara Pravi, pour son manifeste Lève-toi aux éditions Julliard. Sans plus tarder, vous vous faites croquer par Sam Bérébis sur Radio J. C'est pas grosse. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Je suis dilatée. Radio J. Radio J. Le coup de fourchette. Bonjour Sam. Bonjour Cyrielle. Bonjour Barbara. Ça va ? Oui, et toi ? Je suis un peu impressionné là. Mais je vois, t'as l'air d'être je suis pas là. Tout va bien. Vous avez représenté la France à l'Eurovision. C'est fou. Oui. C'est une pression de fou quand même. Oui. Même moi, représenter ma classe quand j'étais délégué, c'était. C'est chaud, je comprends. J'étais pas ouf, hein, franchement. Sam, Barbara était déléguée. C'est vrai ? Mais j'étais une très mauvaise déléguée, mais j'étais déléguée quand même. Ah, vous étiez déléguée ? J'avais envie, quoi. Ça se voit, vous avez le look de première de classe. Oh putain, j'étais la dernière de la classe. Ah ouais, c'est beau, vous étiez le gang, vous étiez la. Non, mais vous avez pas du tout le look de la première de la classe en plus. J'ai dit ça parce que vous avez pris des notes pendant la chronique de Emma. C'est vrai. Je me suis dit, là, c'est un truc de. Mais c'est bien, c'est. Je suis devenue première de classe, c'est vrai. Mais quelle observation. Non mais c'est vrai, j'ai vu d'ailleurs vous avez terminé deuxième à l'Eurovision. Bon, c'est frustrant, vous auriez pu terminer premier. Mais moi les premiers je les ai jamais aimés. Donc les premiers de la classe, pareil. C'est toujours les deuxièmes. Vous êtes d'accord ou pas ? Je suis d'accord. Moi dans mon cœur vous êtes première en tout cas. Merci. Les premiers de la classe, je me rappelle à l'école toujours t'arrives, il fait beau, t'es content et là c'est tantôt une voix au fond de la classe. Monsieur, il y avait contrôle aujourd'hui non ? Je l'ai la première de la classe tout le temps. Et pour apprendre ses cours elle fait des fiches et elle stabilote ses cours, elle fait un code couleur. Elle a même une façon de manger particulière. Généralement, la première de la classe, elle a une banane. Elle prend un morceau de la banane et elle referme la banane. Toujours la première de la classe. Et votre père. Votre père, ah voilà, ça c'est ça votre père. Pourquoi il fait ça je vais lui poser la question. C'est pour recycler, c'est pour que ça tienne beaucoup, c'est pour que ça tienne beaucoup de temps. Mais j'ai pas compris. Ils font ça même avec les bonbons, ils prennent un bout de bonbon et ils referment le. Ah, ça, non. Et les premiers de la classe, on peut même les voir pendant le Covid. Enfin, même là maintenant, ils gardent toujours le masque. Ils s'obstinent à garder le masque. Il y a pas pourquoi. Il fait 30 degrés, il y a personne autour d'eux, non. Ils veulent garder le masque. Ils sont dans la loi. Donc vous, cancre alors. Grave. Bon. Alors je me suis trompé. Je sais que le premier concert que vous avez été dans votre vie, vous avez menti à vos parents pour y aller, c'est ça ? Oui, mais je mentais beaucoup à mes parents, donc. C'était quel concert Jason Mraz. Mais oui. Ouais. Vous savez que je suis dans la pub.
C'est pas vrai. Je vous jure. Ah bon? Ouais. Il y avait la pub Jason Mraz et en sortie de concert, il y avait toutes les caméras et j'avais dit ce qu'il fallait et puis on m'a rappelé, on m'a dit bon bah c'est bon, vous passez. Donc je suis dans la pub Jason Mraz. On aura l'occasion peut-être de le diffuser. Donc vous avez menti. Moi en fait je mens beaucoup à mes parents aussi parce que je suis étudiant en pharmacie et à côté je fais des sketchs. Donc je mens, je dis que je vais dans des comédie clubs, en fait je suis en pharmacie. Le problème c'est que je m'emmène les pinceaux complètement. Je te jure. Des fois je sers un mec, des fois j'arrive dans la pharmacie, je fais par applaudissement qui a déjà eu le Covid. Je te jure. Des fois je sers quelqu'un. Je dis merci beaucoup tout le monde, c'est tout pour moi, faites du bruit pour Géraldine, la préparatrice, elle est là pour vous. Non, c'est compliqué, je m'emmène les pinceaux, c'est pas facile. Alors qui dit coup de fourchette dit plat. Sandwich aux fraises. C'est quoi le sandwich aux fraises pour vous? C'est dégueu. Et c'est quoi alors pour les auditeurs? C'est quoi l'histoire du sandwich aux fraises? À l'Eurovision, on n'a pas le temps de déjeuner. Et tous les jours, on nous demande ce qu'on veut manger. Et il n'y a pas beaucoup de choix. Donc en fait, c'est sandwich ou pizza. Et du coup, un jour, j'ai demandé un sandwich pour le lendemain. Et j'ai dit, si jamais vous trouvez des fraises, je suis chaude, un petit dessert, quoi. Et en fait, les pauvres, ils ont rien compris. Et ils ont dû remuer ciel et terre. Non. J'arrive dans ma loge et il y avait un sandwich avec des fraises à l'intérieur, mais hyper bien présenté avec du sucre glace et tout. Et je me dis, ils ont dû se dire ce caprice de star, quoi. Mais ils ont dû se dire caprice de star. Ils ont dû se dire, cette meuf est folle. Et en plus, spécial. Ils ont voulu faire le truc bien. Donc moi, j'ai explosé de rire. Évidemment, j'ai pas mangé. C'est horrible. Vous auriez pu manger que les fraises. C'était bon au moins ou pas le... Non, ça n'a. C'est vraiment. On en mangera la prochaine fois. Il y a du sucre glace, non, dedans? Il y avait du sucre glace par-dessus. Non, mais n'importe quoi. J'ai lu aussi que vous étiez serveuse de Trianon et qu'un jour vous regardiez la scène, vous avez dit un jour peut-être que je jouerai là-bas. C'est vrai, mais moi j'étais serveur en face de l'Olympia. J'ai dit peut-être un jour je jouerai là-bas. Bah oui. Pour l'instant j'ai joué à la taverne de l'Olympia. C'est un bar en face. Je connais très bien, c'est là où on va après. C'est là où on va, voilà, vous connaissez. Donc on peut finir cette chronique sur ça. Bah oui. Il faut rêver, croire en ses rêves et je crois que vous êtes l'illustration parfaite. Voilà, et tu vas faire l'Olympia. Ah bah c'est gentil alors. Et vous le ferez ensemble. Merci beaucoup Sam Bérébi. On vous retrouve sur votre compte Instagram Sam Bérébi avec un Y et dans plusieurs comédie clubs et puis la semaine prochaine sur Radio J. Ouais, on se voit lundi d'ailleurs. Ouais, on se voit lundi. À lundi. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Tout de suite, on va passer avec vous à la séquence tac au tac. Barbara Praville, principe est simple. 10 questions, 10 réponses courtes en 2-3 mots. On y va? C'est parti. La recette de l'amour, Barbara Praville, qu'est-ce que c'est? Simplicité, honnêteté et courage. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment? Mon père qui vieillit. Ça me saoule. Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi? Personne. Vous seriez vous. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire? Franchement, je sais pas. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un? Ça fait longtemps que j'ai pas fait un truc fou pour quelqu'un, je crois. Et pour vous-même alors? Bah même pour moi-même, je crois que ça fait longtemps que j'ai pas fait un truc fou tout court, donc je pourrais répondre à cette question la prochaine fois. Avec grand plaisir. La plus belle qualité humaine pour vous, qu'est-ce que c'est? La gentillesse. Vos 3 grands plaisirs dans la vie? Jardiner. Ouais. Planter des trucs. Un potager. Ah, j'ai un petit potager, je l'adore. Donc planter des petites salades, leur donner des noms et voir mes amis. Et un troisième? Et un troisième, manger, dormir. Manger, ça va très bien. Votre surnom, il y en a un? Babou ou Barbiche. Votre philosophie de vie? Je crois que j'en ai pas, mais je suis quelqu'un de très simple en fait. C'est être simple. Votre prochain rêve à accomplir? Faire du cinéma. Le dernier mot, la dernière phrase que vous aimeriez prononcer? Avant de mourir? Bisous, c'était cool. Ah, c'était cool. Eh ben oui, on continue, c'est cool. Et on a un coup de cœur pour vous aujourd'hui sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Et dans un instant, on découvre un coup de cœur en direct qui a le don, comme vous, d'aimer et d'être un poète. Barbara Pravi, qui a de grandes similitudes avec vous, puisque lui met aussi des manifestes en chansons. Il s'agit de Louis Arlette pour son EP Sacrilège, sorti le 28 avril. On découvre Tristesse, ça devrait vous parler, d'Alfred de Musset. On écoute et on en parle avec notre invité. J'ai perdu ma force et ma vie, et mes amis et ma gaieté. J'ai perdu jusqu'à la fierté qui faisait croire à mon génie. Quand j'ai connu la vérité, j'ai cru que c'était une amie. Quand je l'ai comprise et sentie, j'en étais déjà dégoûté. Et pourtant elle est éternelle. Et ceux qui se sont passés d'elle
Ici-bas ont tout ignoré. Dieu parle, il faut qu'on lui réponde. Le seul bien qui me reste au monde est d'avoir quelquefois pleuré. Sur l'antenne de Radio J. Bonjour Louis. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Alors pourquoi le risque et pourquoi l'envie de prendre ce poème et puis ces poèmes, puisque c'est un EP qui constitue 5 poèmes que vous avez décidé de revisiter. C'est un petit EP, 5 titres. 5 titres. Cet EP s'appelle Sacrilège, il est sorti le 28 avril. Comment vous est venue l'idée de mettre ces poèmes en chanson ? C'est un petit peu imposé à moi. En fait, ça, au départ, c'était un jeu complètement sacrilège, justement, puisque c'était via les réseaux. Et je cherchais un moyen d'utiliser les réseaux d'une façon qui soit agréable et un petit peu originale et en même temps qui permette d'enclencher un processus. Là, on vient d'entendre Tristesse, d'Alfred de Musset. Il y a d'autres poètes que vous avez décidé de mettre en musique aussi. Qui ? Alors dans l'EP, il y en a beaucoup que j'aurais voulu mettre en musique, mais pour l'instant c'est François Villon, c'est Ronsard, Baudelaire, Musset et Gérard de Nerval. Vous dites, je prends 5 poètes que j'adore et je les déshonore. J'ai trouvé ça très joli. Oui, c'est la phrase d'accroche justement de ce concept. Est-ce que vous les honorez pas plutôt ? Alors oui, justement, c'est là, c'est là c'est l'idée. Hein, on peut pas déshonorer ces poèmes. Évidemment. Vous avez un parcours assez intéressant. Vous êtes violoniste en orchestre de chambre, comme vous dites, à 20 ans, ingénieur du son, réalisateur à 22 ans pour notamment Carla Bruni. Et vous avez, c'est ça, hein, je suis pas à côté. Alors non, j'ai eu la chance de travailler avec elle, mais c'est plutôt anecdotique pour le coup. J'ai plutôt travaillé avec des groupes de pop French Touch comme Air par exemple, mais j'ai eu une excellente expérience avec Carla Bruni. Et vous avez aussi arrangé et mixé pour la mode des très très grandes marques qu'on peut pas forcément citer à part si on en donne 3, donc on va dire Chanel, Kenzo ou encore Alaya. Et puis là, voilà, vous avez décidé depuis quelque temps de vous consacrer à la musique, à votre propre musique. Vous avez fait d'autres EP juste avant ? J'en ai fait pas mal, ouais. J'ai fait quelques albums, quelques EP. C'est la première fois que je mets des poèmes en musique. Première fois que vous mettez des poèmes en musique. Il y a un prochain album qui se prépare, je crois. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit bout ? Eh ben, justement, cette EP, c'est une espèce d'enclenchement de processus, comme je disais, c'est un tremplin, donc c'est une introduction à cet album. C'est un teasing. Oui, on va dire ça comme ça, on va dire ça comme ça. Mais c'est en rapport avec la poésie en tout cas. En rapport avec la poésie. Donc vous restez dans ce style-là. Cette EP s'appelle Sacrilège. Il est sorti le 28 avril. On peut le retrouver sur tous les réseaux, sur les plateformes de streaming, j'imagine. Ce nouvel album que vous préparez devrait sortir, on vous le souhaite, début 2024. Mais merci beaucoup Louis Arlette. On vous retrouve sur les réseaux, j'imagine. Sur Instagram, sur Facebook. Toute la panoplie. Est-ce que vous avez une demande particulière éventuellement ? Est-ce que vous cherchez quelqu'un pour vous accompagner ? Est-ce que vous êtes en indé par exemple ? Ou est-ce que vous êtes produit ? Et éventuellement, si on peut vous donner un coup de pouce, nos auditeurs vous écoutent. C'est très gentil. Je voudrais citer alors un poète justement, mais un poète plutôt dans les arts visuels que j'adore, qui s'appelle Roland Topor et qui disait « Grâce à la création, je cherche
des amis, je cherche des alliés. Alors on est toujours à la recherche d'amis et d'alliés. Voilà. Mais écoutez, je crois que vous avez quelqu'un à côté de vous qui a compris, en tout cas, qui s'appelle Barbara Pravi. Merci beaucoup, Louis Arlette, d'être venu nous voir, d'avoir été notre coup de cœur aujourd'hui. Et puis, je ne cesse de le dire, si vous aussi, vous voulez nous faire découvrir votre musique, votre univers ou un projet, écrivez-nous sur le site de Radio J ou même sur nos Instagram, le mien y compris, bien évidemment. Allez, tout de suite, le portrait de notre invité. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours à la fin de cette émission, Barbara, on a pour habitude de débriefer un petit peu ces minutes que nous avons passées ensemble. À ma gauche, je vois plein de feuilles A4 rédigées, écrites comme ça par Judith Cohen-Solal. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle. Un regard évidemment alors avec vous Judith, puisque vous avez pris des notes. Alors qu'est-ce qu'on retient ? Comme toujours. Alors qu'est-ce qu'on retient ? D'abord, on a en face de soi une jeune femme d'apparence très juvénile, comme ça, très presque ado, je ne sais pas, avec une posture, je sais pas, dans le parler, dans la posture. Je vous entends parler. Il y a un petit côté comme ça, Kaira, comme on disait. Kaira, vous trouvez ? Un petit peu comme ça là. Elle dit des gros mots au milieu de l'émission. Elle a si, il y a un petit côté, mais moi je pense que c'est une manière de se présenter. Moi je dirais à l'aise. Très à l'aise. Il y a un petit côté comme ça, très franc. Voilà, franc parler. Allez, on va dire ça. On sent que voilà, vous êtes très combattante. Il y a un petit côté joyeux et généreux parce que voilà, vous parlez beaucoup des autres, de l'amour, de donner aux autres, des humains. Vous dites que vous faites beaucoup plus partie de l'humanité ou d'une nation humaine que de nationalités différentes. On le comprend parce que votre histoire, elle est quand même faite de beaucoup d'origines. Déjà la Serbie et l'Iran, et d'origine quand même pas très simple. Et moi j'entends un peu comme ça peut-être ce qui s'est passé, parce que vous racontez à la fois une enfance qui a l'air joyeuse et sympathique, et à la fois beaucoup de colère. Je me suis arrêtée sur le fait que vous avez dit que vous aviez beaucoup menti à vos parents quand vous étiez ado. Et je me suis dit, à la fois, vous êtes tellement direct. Alors, j'ai pensé à autre chose et je me suis dit, y a des enfants qui mentent à leurs parents parce qu'ils se soucient de préserver leurs parents. Et ils n'ont pas envie de leur donner des soucis. Ils n'ont pas envie de rajouter... ce qui est déjà peut-être une histoire difficile, parce que finalement, quand même, l'un qui vient de Serbie et l'autre d'Iran, vous avez parlé de votre grand-père avec des questions d'exil. Il est parti, il s'est sauvé. Le côté iranien, c'est compliqué d'y aller. Il se passe des choses terribles. Et moi, je crois que derrière cette apparence très comme ça gaie et avec des mots qui ont l'air presque un peu naïfs, parce que vous parlez d'amour, l'amour d'abord, l'amour entre les hommes. Moi, je crois qu'il y a donc quelque chose qui vous a attrapé, même si c'était pas dans le quotidien comme ça parler, qui est cette histoire un peu compliquée et qui est faite de beaucoup d'injustices. Donc on sent d'ailleurs, vous dites que vous étiez très en colère quand vous étiez jeune. Là aujourd'hui, vous avez très envie de lutter contre les injustices, contre ce qui se passe et qui n'est pas, ce que vous dites. D'ailleurs. C'est intéressant parce que vous avez dit que ce qui vous dérange le plus là, c'est que votre père qui vieillit et ça vous saoule. Alors j'entends. Et puis vous aviez dit aussi que vous étiez très attaché à votre grand-père. Donc j'entends que la question de la transmission, c'est un sujet très important et que à la fois c'est peut-être pas si simple, puisque justement ça vient d'histoires à la fois douloureuses et puis d'histoires qui sont un peu coupées de leurs racines et de leurs origines dans des pays différents, des histoires un peu difficiles. Alors j'entends, et à côté de ça il y a ce côté comme si vous avez envie d'en rajouter peut-être un peu dans ce côté-là, c'est-à-dire très simple, vous avez votre philosophie de la vie, vous dites, j'en ai pas, moi je suis quelqu'un de très simple. Moi je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous êtes beaucoup plus compliqué, mais chacun a une complexité en soi dans sa structure. Mais je crois que vous cherchez des bonheurs simples aussi pour apaiser quelque chose, pour réparer aussi peut-être l'histoire. Je dis ça, après vous me direz ce que vous en pensez. Et puis ce jardiner, planter des salades. À la fois les textes que vous écrivez, ils sont quand même pas. C'est pas que fleur bleue. Vous menez des combats, féminisme, liberté. Vous avez beaucoup parlé de liberté, un désir de liberté. Et je pense que justement dans les pays où c'est vraiment la question tellement centrale, et ce que vous avez dit de très touchant sur les gens en Iran qui sont prêts justement à risquer leur vie, qui sont prêts d'ailleurs à perdre la vie
pour quelque chose dont c'est même pas eux, qui vont. C'est des combats qu'on mène aussi pour ceux qui viennent après nous. Donc dans la transmission. Donc là, c'est comme ça que j'ai fait un petit peu le lien de tout ça en me disant que vous portez sur vos épaules quelque chose de pas si léger que ça, et vous le dites dans vos paroles, et on le sent. C'est pour ça que je pense qu'il y a ce décalage entre le côté juvénile et puis le côté des paroles assez profondes et de combats qu'on sent que vous menez. Alors sinon, vous avez dit une phrase, vous avez dit que vous étiez beaucoup croyante, que vous priez beaucoup. J'entends qu'en fait vous avez envie vous priez pour que ça aille mieux, pour que le monde aille mieux, et vous êtes assez tourné vers les autres, vous le dites, et vous avez dit je veux faire aux autres ce que je voudrais qu'on me fasse. Et alors c'est intéressant parce qu'il y a une phrase très très importante dans le Talmud, dans l'étude juive, qui est dit, c'est une petite anecdote, c'est quelqu'un qui va voir, il y avait 2 rabbis à l'époque, on est loin du Talmud, il y en a un qui était très très strict et l'autre qui était quand même beaucoup plus ouvert, et il dit, voilà, je voudrais apprendre la Torah, donc en fait la Bible, l'Ancien Testament, sur un pied, comme ça là, qu'est-ce que vous pourriez me dire? Alors il y en a un qui lui dit, qui s'appelle Shammai, d'où vient le mot d'ailleurs chamailler en français, parce que lui il s'est rien passé. Et il dit non mais n'importe quoi, il va voir ailleurs. Donc il va voir Hillel, qui est donc celui sur lequel d'ailleurs les règles sont plutôt basées, puisque c'est celui qui est plus à l'écoute. Et Hillel lui dit, écoute, ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, et maintenant va et étudie. Donc voilà quelque chose qui était très en écho avec cet enseignement qui dit que s'il y avait juste une seule chose à savoir pourquoi il y a tellement de règles, des mitzvot, des commandements en pagaille, etc. Ça pourrait se résumer à ça. Si simplement chaque individu pouvait s'astreindre à ne pas faire à l'autre ce qu'il voudrait pas qu'on lui fasse, ça permettrait à tout le monde de vivre beaucoup mieux. Je trouve que ça me semble que ça vous va bien, c'est un enseignement que vous auriez pu dire. Merci. Voilà. Merci Judith Cohen-Solal, notre psychanalyste du jeudi sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Lève-toi foule, ne regarde pas le monde. C'est la fin de cette émission avec vous, Barbara Pravi. Merci beaucoup. Merci. Merci 1000 fois d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes auteur de Lève-toi aux éditions Julliard, qui est un manifeste que nous entendons en musique là maintenant, mais que nous pouvons lire et prendre le temps de boire ces paroles très intelligentes, très instructives, qui nous donnent envie d'avancer main dans la main. Vous êtes quelqu'un d'authentique, Barbara Pravi. Moi, ça, c'est mon avis. En témoigne d'ailleurs votre nom d'artiste choisi, qui est un mot serbo-croate et qui veut dire justement que vous êtes authentique. Merci pour cet échange. Merci. À la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud et Clément aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur radioj.fr, YouTube, toutes les plateformes de streaming. Merci à Louis Arlette d'être venu nous voir, notre coup de cœur du jour que vous pouvez retrouver un peu partout. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi 15h avec Georges Lang, la légende vivante de la musique d'RTL, et ce sera un grand plaisir pour moi de le recevoir. À lundi et belle journée à tous.